La bande de Gaza a connu une nouvelle vague de violence ce mercredi 10 septembre alors que l'armée israélienne a intensifié ses frappes contre plusieurs zones du territoire assiégé. Selon le ministère palestinien de la Santé, plus de 30 Palestiniens ont été tués depuis l'aube. À l'ouest de la ville de Gaza, au moins 17 personnes ont péri et des dizaines d'autres ont été blessées lors d'un bombardement israélien visant des tentes de personnes déplacées. Dans le sud de Khan Younes, 4 personnes ont été tuées dans une autre frappe. Par ailleurs, 5 Palestiniens, dont un enfant, sont morts de faim au cours des dernières 24 heures, conséquence directe du blocus imposé au territoire. Le bilan du génocide perpétré par Israël à l'encontre des Palestiniens dans la bande de Gaza dépasse désormais 64 650 morts et 163 500 blessés depuis octobre 2023. Un autre bateau de la flottille Global Sumud a été la cible d'une attaque. En route vers Gaza, la flottille dénonce qu'un drone a frappé le navire nommé Alma au large des côtes tunisiennes. Les organisateurs affirment que l'attaque a eu lieu près du port de Sidi Bou Saïd mardi soir. Ils ont condamné cet acte comme une agression israélienne visant à détourner l'attention et à miner leur mission humanitaire. Malgré cette attaque, les militants ont réaffirmé leur engagement à poursuivre ce voyage pacifique, soulignant la détermination et la volonté inébranlable de la flottille. À la suite de l'annonce, des manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés au port de Sidi Bou Saïd, brandissant des drapeaux palestiniens et scandant des slogans en soutien à la Palestine. Cet incident survient un jour seulement après une attaque similaire au drone visant un autre navire surnommé le bateau de la famille. La flottille Global Sumud, composée d'une vingtaine de navires, avait quitté Barcelone à la fin du mois dernier. Le Qatar a condamné avec la plus grande fermeté l'agression israélienne contre son territoire dans une tentative terroriste de viser les dirigeants du mouvement palestinien de la résistance, Hamas. Le Premier ministre qatari a souligné que le Qatar ne tolérerait aucune violation de sa souveraineté et se réservait le droit de riposter à cette agression flagrante. Lors d'une conférence de presse suivant l'agression du régime sioniste, le cheikh Mohammed ben Abdelrahman al-Thani a qualifié l'attaque de terrorisme d'État et de tentative délibérée de déstabiliser la sécurité et la stabilité régionale. Il a déclaré que cette attaque violait non seulement le droit international, mais qu'elle transgressait également toutes les normes morales et éthiques. Le cheikh Mohammed, qui est également ministre des Affaires étrangères du Qatar, a déclaré que cette attaque prouvait l'existence d'un acteur incontrôlable dans la région, faisant preuve d'une imprudence politique. Il a souligné que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est un acteur incontournable qui pratique le terrorisme d'État et qui pousse la région vers des dommages irréparables. Ce responsable a également averti que le comportement d'Israël entraîne le monde entier au bord du gouffre. Cheikh Mohammed a déclaré que le Qatar continuerait à servir de médiateur pour un cessez-le-feu à Gaza, malgré l'attaque du régime israélien. L'armée yéménite affirme avoir lancé une nouvelle opération de représailles contre Israël, touchant plusieurs cibles vitales du régime sioniste dans les territoires occupés palestiniens. Dans un communiqué publié mardi, l'armée yéménite a précisé que les frappes avaient visé des cibles situées non loin de la ville sainte occupée de Rhodes, à l'aide d'un missile à fragmentation de type Palestine 2. L'opération a atteint son objectif avec succès, obligeant des millions de colons sionistes à fuir vers des abris, ajoute-t-il.
Yahya Sarri, porte-parole de l'armée yéménite, a également déclaré que l'attaque a contraint des millions d'Israéliens à se réfugier dans des abris. Il a ajouté que la force de drones de l'armée yéménite a mené une autre opération avec 3 drones frappant l'aéroport Ramon ainsi que 2 cibles essentielles dans la région d'Umm al-Rashrash dans le sud de la Palestine occupée. Yahya Sarri a réaffirmé que le Yémen continuera à assumer ses responsabilités religieuses, morales et humanitaires envers ses frères de Gaza jusqu'à ce que l'agression israélienne cesse et que le siège soit levé. L'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA sont parvenus à un accord visant à ouvrir la voie à la reprise de la coopération entre les deux parties. L'accord a été signé mardi 9 septembre au Caire, qui s'était engagé à accueillir des pourparlers entre le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA Raphaël Grossi. S'exprimant aux côtés de Grossi lors d'une conférence de presse tenue à l'issue de leurs entretiens, le haut diplomate iranien a affirmé que l'accord conclu traduisait une série de négociations intensives pour établir un nouveau mécanisme de mise en œuvre des obligations de l'accord de garantie de l'Iran sur fond de développement qui ont suivi l'agression illégale israélo-américaine contre l'Iran. M. Araghchi a déclaré que l'accord garantit les droits inaliénables de Téhéran à des activités nucléaires pacifiques en vertu du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires TNP en tenant compte des exigences techniques et de vérification de l'AIEA. Le responsable iranien a rappelé que Téhéran avait démontré sa volonté de poursuivre la coopération avec l'agence malgré l'agression injustifiable, flagrante et criminelle qui a visé ses installations nucléaires sous garantie. En échange, a souligné M. Araghchi, l'AIEA et la communauté internationale devaient respecter le droit international condamnant les attaques qui avaient empêché la République islamique de poursuivre sa coopération avec l'organisation comme auparavant. La France connaît une vague de manifestations nationales baptisées Bloquons tout, au cours desquelles les protestateurs réclament la démission du président Emmanuel Macron. Ces manifestations interviennent dans la foulée de la chute du gouvernement du Premier ministre François Bayrou. Les manifestants cherchent à paralyser les réseaux de transport pour exprimer leur opposition généralisée envers la présidence Macron. Je suis venu pour manifester et bloquer contre Macron et son monde, en fait, tout simplement, puisque même s'il a fait sauter Bayrou, il nous a mis le cornu hier. Et c'est Macron qui continue à faire du Macron. Donc on veut plus de pouvoir d'achat, de la justice sociale et de la justice fiscale. Et on veut aussi plus de démocratie. Ce serait bien que ce soit respecté un peu dans ce pays. Selon l'autorité, environ 200 personnes ont été arrêtées depuis le début du mouvement. À la suite de la démission de Bayrou, Emmanuel Macron a nommé Sébastien Lecornu comme nouveau Premier ministre. Il s'agit du 5e chef de gouvernement en moins de 2 ans. À 2 ans de l'élection présidentielle de 2027, les opposants de Macron estiment qu'il devrait se retirer et laisser les électeurs choisir un nouveau président. La crise est profonde, elle est, comme on dit, structurelle. Et d'ailleurs, il faudra trouver de véritables solutions pour sortir de l'endettement. Monsieur Macron nous prépare à la guerre contre la Russie. Certains même disent, mais c'est du complotisme, pour avoir vu tel avion militaire gros porteur sur un aéroport de Roumanie, que nous aurions déjà acheminé des troupes
pour garantir la sécurité de l'État ukrainien. Enfin, quand je dis l'État ukrainien, c'est ce qu'il en reste. Il ne reste pas grand-chose, puisque monsieur Zelensky est sans doute auprès de sa population tout autant dévalué que les monsieur Macron ensemble. Donc c'est une crise structurelle, c'est une crise profonde, c'est une crise de régime, mais c'est aussi une crise de société. Les Français sont absolument, totalement, complètement désinformés par la propagande d'État, qu'elle soit sur les chaînes publiques, les chaînes de télévision, de radio publiques ou privées. Le français de base est l'objet d'un matraquage constant, d'un lessivage de cerveau, mais il est confronté aux réalités. Même si le prix de l'essence a un petit peu baissé, la France profonde, la France rurale, la France des provinces a des difficultés. Les services publics ont disparu, il n'y a plus d'hôpitaux. Que ce soit à Paris ou dans la France périphérique, il faut 6 mois pour obtenir, et encore, un rendez-vous avec un cardiologue, par exemple. La médecine a chaviré et sombré, même corps et biens. La crise est extrêmement profonde. Donc, même désinformés à outrance, les Français se rendent bien compte, finissent par se rendre compte qu'on leur débite mensonge sur mensonge et qu'on les mène à l'abîme. L'Union européenne a annoncé mercredi son intention d'imposer des sanctions à des ministres et à des colons israéliens tout en décidant de suspendre partiellement ses relations commerciales avec Tel Aviv. Ces mesures interviennent en réaction à l'aggravation dramatique de la crise humanitaire à Gaza, marquée par la famine et les bombardements continus. Devant les députés européens, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que la famine ne devrait jamais être utilisée comme une arme de guerre. Elle a insisté sur le fait que la situation à Gaza a profondément choqué la conscience mondiale, rappelant que des civils ont été tués alors qu'ils cherchaient de la nourriture. Von der Leyen a souligné que la souffrance des mères et des enfants devait être entendue comme un appel urgent à l'action de la communauté internationale. Moscou a démenti les dernières déclarations de la Pologne selon lesquelles des drones russes auraient violé l'espace aérien du pays. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu'aucune preuve n'avait été fournie reliant les drones à la Russie. Mercredi, le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré que l'armée polonaise avait abattu un nombre considérable de drones russes. Varsovie a qualifié l'incident de violation sans précédent de l'espace aérien polonais et d'acte d'agression. Cependant, Peskov a rejeté ces accusations, soulignant que les dirigeants de l'UE et de l'OTAN accusent quotidiennement la Russie de provocation sans même essayer de fournir le moindre argument. Trump is the Hitler of our time! Free DC! Free Palestine! Trump is the Hitler of our time! À Washington, plusieurs manifestants pro-Palestine ont interrompu un dîner du cabinet de l'administration Trump en scandant des slogans contre la complicité des États-Unis dans le génocide à Gaza. Mardi, Donald Trump dînait dans un restaurant en compagnie du secrétaire d'État Marco Rubio, du vice-président J.D. Vance et du secrétaire à la Défense Pete Hegseth lorsqu'il a été approché par les manifestants. Ces derniers ont été violemment évacués par la sécurité présidentielle alors qu'ils poursuivaient leur chant. Au cours des derniers jours, Rubio, Hegseth et la secrétaire à la sécurité intérieure Kristi Noem ont également été confrontés à des protestations similaires qui ont interrompu leur discours. Les manifestants ont profité de ces événements pour dénoncer le soutien inconditionnel de Washington à Israël.